Aux premières heures du 23 août 1689, dans la ville portuaire de Carthagène des Indes, les cris les plus déchirants jamais entendus dans le nouveau royaume de Grenade traversèrent l'air humide des Caraïbes. 4 corps se tordaient dans l'agonie, tandis que l'huile bouillante faisait fondre leur peau, appliquée par les mains d'une femme qui avait perdu tout ce qu'elle aimait. Maria de Carthagène des Indes, esclave angolaise de 28 ans, avait exécuté la vengeance la plus méticuleuse et la plus brutale jamais documentée dans l'Amérique coloniale. En une seule nuit, elle transforma ses tortionnaires en victimes de leur propre méthode de cruauté. C'est l'histoire de la manière dont la douleur maternelle se transforma en fureur vengeresse, et comment une femme démontra que la justice doit parfois être prise de ses propres mains. La ville de Carthagène des Indes, en 1689, était le port noir le plus important de l'Empire espagnol en Amérique. Ses murailles de corail protégeaient non seulement des trésors d'or partant pour l'Espagne, mais aussi le marché de chair humaine le plus lucratif du continent. Chaque mois, entre 800 et 1200 Africains arrivaient enchaînés sur les navires négriers pour être vendus comme des bêtes de somme. Au cœur de cette ville esclavagiste vivait Don Antonio Maldonado de Mendoza, marchand d'esclaves et propriétaire de la maison de commerce la plus prospère du port. Sa résidence, située sur la place des Carrosses, était une forteresse de pierre corallienne de 3 étages qui abritait non seulement sa famille, mais aussi 47 esclaves domestiques servant dans des conditions de brutalité extrême. Parmi ces esclaves se trouvait Maria, une femme angolaise de 28 ans, arrivée à Carthagène en 1681 à bord du navire négrier San Carlos. Son nom d'origine était Enegola Maria, princesse mineure d'un royaume d'Angola, capturée lors d'une guerre tribale et vendue à des trafiquants portugais pour l'équivalent de 150 pesos d'or. Maria était devenue l'esclave domestique principale de la maison Maldonado, responsable de superviser la cuisine, de s'occuper des enfants et de gérer l'organisation interne. Son intelligence exceptionnelle et sa capacité à apprendre rapidement l'espagnol l'avaient rendue indispensable à la famille, mais aussi dangereusement digne de confiance. Don Antonio avait 3 fils, Diego, 24 ans, Rodrigo, 19 ans, et Bernardo, 16 ans. Tous 3 avaient hérité non seulement de la richesse paternelle, mais aussi de son mépris absolu pour les Africains. Pour eux, les esclaves n'étaient que de la marchandise parlante, des objets de divertissement et d'exutoire à leurs instincts les plus bas. Diego, l'aîné, abusait le plus de sa position. Il avait fait du viol des esclaves un passe-temps régulier, qu'il considérait comme un droit naturel de son rang social. Sa cruauté n'avait pas de limite. Il frappait les esclaves avec des bâtons de fer, les marquait au fer rouge pour s'amuser et organisait des concours où il pariait avec ses frères sur le nombre de coups de fouet que chaque victime pouvait supporter. Rodrigo, lui, avait développé une obsession particulière pour la torture psychologique. Il séparait les mères de leurs jeunes enfants, vendant les petits à d'autres familles uniquement pour observer la souffrance maternelle. Les négresses doivent apprendre qu'elles n'ont pas le droit d'aimer, disait-il en contemplant les larmes des mères désespérées. Bernardo, le plus jeune, compensait sa jeunesse par une cruauté qui dépassait celle de ses frères aînés. Il avait inventé des jeux macabres, forcé les esclaves à s'entretuer, brûlé leurs maigres biens sous leurs yeux, ou torturé lentement les plus faibles avec des instruments qu'il fabriquait lui-même. Mais c'est en 1687 que Maria connut la transformation qui allait faire d'elle la vengeresse la plus redoutée de l'Amérique coloniale. Cette année-là, elle avait donné naissance à 2 jumeaux, Kwame et Kofi, fruits d'un viol commis par Diego Maldonado. Malgré l'horreur de leur conception, Maria aima ses enfants avec une intensité qui transcendait la douleur de leur origine. Les jumeaux devinrent la seule lumière dans l'enfer de la maison Maldonado. Maria leur apprenait secrètement des mots dans sa langue natale, leur racontait des histoires de son royaume en Angola et rêvait du jour où ils pourraient être libres. Dans 2 ans, elle parvint à les protéger relativement, travaillant double pour qu'ils ne soient pas assignés à des tâches pénibles. La maison Maldonado fonctionnait comme un enfer parfaitement organisé. Au premier étage se trouvaient les bureaux commerciaux où s'effectuaient les ventes d'esclaves. Le 2e étage abritait les chambres familiales décorées de luxe achetées avec du sang africain. Le 3e étage et les sous-sols étaient les cachots où on enfermait les esclaves nouvellement arrivés avant leur vente. Don Antonio avait transformé l'achat et la vente d'êtres humains en une science exacte. Il connaissait la valeur marchande de chaque type d'esclave. Les Angolais étaient préférés pour les travaux domestiques grâce à leur intelligence, les Congolais pour les travaux pénibles en raison de leur force physique, et ceux de la Côte d'Or pour les métiers spécialisés grâce à leurs talents artisanaux.
L'alimentation des esclaves consistait en restes de cuisine mélangés à de la farine de maïs avariée. Ils dormaient entassés dans des pièces sans ventilation, enchaînés pour éviter les fuites nocturnes. Les maladies se propageaient rapidement. Tuberculose, dysenterie et infections tropicales que Don Antonio considérait comme des pertes naturelles de l'entreprise. Maria avait développé un système de survie fondé sur l'observation minutieuse. Pendant 8 ans, elle avait mémorisé chaque routine, chaque faiblesse, chaque secret de la famille Maldonado. Elle savait exactement quand et comment chaque membre de la famille était le plus vulnérable. Ces informations allaient devenir la base de sa vengeance parfaite. La nuit, lorsque la famille dormait, Maria élaborait mentalement différents scénarios de fuite avec ses enfants. Mais elle savait que toute tentative ratée entraînerait non seulement sa mort, mais aussi la torture de Kwame et Kofi sous ses yeux. Cette réalité la maintint au silence durant des années, accumulant la haine comme de la poudre à canon, attendant l'étincelle juste. Maria avait survécu 8 ans en enfer, mais quelque chose était sur le point de changer à jamais. Es-tu prêt à connaître l'événement qui transformera une mère aimante en la vengeresse la plus impitoyable de l'époque coloniale ? Le 20 août 1689, un mardi que Maria se rappellerait jusqu'à son dernier souffle, survint l'événement qui allait transformer à jamais son âme et sceller le destin de la famille Maldonado. C'était la période la plus chaude à Carthagène, quand l'humidité des Caraïbes transformait la ville en un four tropical et que les esprits s'exaltaient jusqu'à des limites dangereuses. Les jumeaux Kwame et Kofi, âgés maintenant de 2 ans, avaient commencé à marcher et à explorer la maison avec la curiosité naturelle de leur âge. Ce matin-là, tandis que Maria préparait le petit déjeuner dans la cuisine, les enfants s'échappèrent vers la cour principale où Diego, Rodrigo et Bernardo Maldonado discutaient de la vente d'un lot d'esclaves nouvellement arrivés d'Afrique. Attirés par les voix, les petits s'approchèrent innocemment des frères. Kwame, le plus aventureux des deux, ramassa un morceau de fruit tombé près des pieds de Diego. Ce simple acte enfantin allait déclencher une tragédie qui changerait le cours de l'histoire coloniale à Carthagène. « Maudit nègre voleur !» rugit Diego en voyant l'enfant porter le fruit à sa bouche. « Ces animaux doivent apprendre des petits qui commandent ici. » Sans réfléchir, il leva sa botte et frappa brutalement le petit Kwame à l'estomac, l'envoyant voler sur plusieurs mètres. L'enfant s'écrasa violemment contre une colonne de pierre. Le bruit de l'impact résonna dans toute la cour. Kofi courut vers son frère jumeau en pleurant et tenta de l'aider. Mais Rodrigo le saisit par les cheveux. « Toi aussi tu vas prendre, sale nègre !» lui cria-t-il avant de l'écraser violemment contre le sol de pierre. Maria accourut en entendant les cris, mais il était déjà trop tard. Kwame gisait immobile, du sang coulant de sa bouche et de son nez, tandis que Kofi convulsait, une plaie ouverte à la tête. « Mes enfants, mes bébés !» hurla-t-elle désespérée, se jetant au sol pour les serrer dans ses bras. « Tais-toi, chienne !» lui lança Bernardo en la frappant aux côtes. « Ces animaux reçoivent leur première leçon d'obéissance. Tu devrais nous remercier d'éduquer ta progéniture correctement. » Don Antonio apparut, attiré par le vaporme. En voyant la scène, il ne montra aucune compassion pour les enfants agonisants, seulement de l'irritation face à l'interruption de ses affaires. « Que signifie ce scandale ? J'ai des acheteurs qui attendent et vous faites un cirque pour 2 nègres. »« Les chiots volaient de la nourriture, père, » expliqua Diego en s'essuyant les mains comme s'il avait touché à quelque chose de sale. « Je leur apprenais que le vol se paye cher, même pour des petits. » Don Antonio observa les enfants mourant sans la moindre émotion. « Bien, il faut les éduquer dès jeunes, sinon ils grandissent en croyant avoir des droits. » Puis, il s'adressa à Maria avec une froideur absolue. « Nettoie ce désordre et retourne à ton travail. Si ces 2-là ne servent plus à rien, je les vendrai pour nourrir les cochons. » Les 3 heures suivantes furent les plus longues de la vie de Maria. Elle transporta ses enfants mourants jusqu'à la chambre des esclaves où elle tenta désespérément de les sauver avec des remèdes maison appris de sa grand-mère en Angola. Mais les blessures intérieures étaient trop graves pour ses connaissances médicales limitées. Kwame mourut le premier, à 14h30, à peine âgé de 2 ans. Ses derniers mots furent « maman », dans un souffle qui emporta l'âme de Maria. Kofi résista jusqu'à 16h45, serrant la main de sa mère avant d'expirer son dernier souffle, les yeux fixés sur elle. À ce moment-là, quelque chose se brisa irrévocablement dans le cœur de Maria. La douleur maternelle se transforma en une fureur qui dépassait l'humain. Les larmes se séchèrent dans ses yeux et furent remplacées par une froideur qui glaçait le sang. La femme qui était née Gola Maria, princesse d'Angola, s'éveilla avec une soif de vengeance.
Cette nuit-là, Maria porta le petit corps de ses enfants jusqu'à la cour arrière où elle creusa leur tombe de ses propres mains ensanglantées. Tandis qu'elle enterrait Kwame et Kofi sous la lumière de la lune, elle fit un serment dans sa langue maternelle qui résonnerait à jamais dans son âme. Par le sang de mes enfants, par la douleur de mon ventre, je jure que chaque goutte de sang de mes bébés sera payée par des rivières de sang de leurs assassins. Durant les 3 jours suivants, Maria continuait de travailler dans la maison comme si de rien n'était. Mais les autres esclaves remarquèrent le changement en Maria. Esperanza, une femme congolaise de 45 ans, qui avait été sa confidente durant des années, tenta de l'approcher pour la consoler. « Sœur, je sais que la douleur te tue à l'intérieur, mais tu dois continuer à vivre », lui murmura-t-elle en matin alors qu'elle travaillait dans la cuisine. Maria la regarda avec des yeux qui ne reflétaient plus aucune vie humaine. Esperanza lui répondit d'une voix qui glaçait l'âme. « Je suis déjà morte il y a 2 semaines. Ce que tu vois ici n'est que l'instrument de la justice que mes enfants méritent. Ne tente pas de m'arrêter car il n'y a plus de retour possible. » Au cours des jours suivants, Maria développa un plan de vengeance qui surpassait en complexité et en cruauté tout ce qui avait jamais été documenté dans les archives coloniales. Ce ne serait pas une explosion de colère incontrôlée, mais une exécution parfaite qui garantirait que chaque membre de la famille Maldonado expérimenterait exactement la même souffrance qu'il avait infligée pendant des années. Son premier avantage était la connaissance intime qu'elle avait de la maison et des routines familiales. Pendant 8 ans, elle avait observé chaque mouvement, chaque habitude, chaque moment de vulnérabilité. Elle savait que Don Antonio consultait les livres de comptes chaque mardi soir dans son bureau privé complètement seul. Elle savait que Diego avait l'habitude de se baigner dans la cour arrière chaque jeudi à l'aube. Elle avait mémorisé que Rodrigo et Bernardo jouaient aux cartes dans le salon principal chaque samedi après le dîner. Son deuxième avantage était la confiance que la famille avait placée en elle pendant des années. En tant qu'esclave domestique principale, elle avait libre accès à toutes les pièces, connaissait l'emplacement des armes, les clés des armoires et surtout contrôlait entièrement la préparation de toute la nourriture et des boissons de la maison. Maria commença à acquérir discrètement les éléments nécessaires à sa vengeance. Lors de ses visites au marché pour acheter des provisions, elle vola de petites quantités d'herbes vénéneuses qu'elle connaissait depuis son enfance en Angola. Elle commença également à stocker de l'huile de cuisson supplémentaire, en prétendant que c'était pour préparer des fritures spéciales qu'elle avait promises à la famille. Mais l'aspect le plus ingénieux de son plan était le composant psychologique. Maria avait décidé que les Maldonado ne mourraient pas rapidement comme ses enfants. Ils expérimenteraient la terreur, la douleur prolongée et le désespoir de savoir que leur mort était inévitable mais lente. Chacun mourrait d'une manière qui reflétait exactement la cruauté qu'ils avaient exercée envers les esclaves. Pour Don Antonio, qui avait réduit des vies humaines à de simples chiffres dans des livres de comptes, Maria prévoyait une mort par huile bouillante versée lentement, comme l'or fondu qu'il aimait tant compter. Pour Diego, qui avait violé des dizaines de femmes esclaves, elle réservait une castration préalable avant la mort par brûlure. Pour Rodrigo, qui prenait plaisir à séparer des familles, il mourrait en voyant ses frères torturés avant de recevoir son propre châtiment. Pour Bernardo, le plus jeune et le plus cruel, elle avait conçu la mort la plus lente et la plus douloureuse. Maria avait aussi identifié le moment parfait pour exécuter son plan, le samedi 23 août, lorsque la famille célébrerait le 50e anniversaire de Don Antonio. Ce jour-là, tous seraient réunis dans la maison, retendus par la célébration et vulnérables à cause de l'alcool qu'ils consommeraient lors de la fête. Durant ces 2 semaines de préparation, Maria acquit des compétences qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Elle apprit à se déplacer dans la maison en silence complet, à ouvrir des serrures sans bruit et à préparer des mélanges d'herbes capables d'endormir ou de paralyser sans causer de mort immédiate. Son intelligence naturelle, décuplée par la fureur et la douleur, l'avait transformée en une tueuse parfaite. Les esclaves les plus observateurs commencèrent à remarquer des changements subtils dans le comportement de Maria. Elle travaillait avec une efficacité mécanique, mais ses yeux calculaient constamment les distances, les temps et les opportunités. Certains soupçonnaient qu'elle planifiait une fuite, d'autres craignaient qu'elle n'ait sombré dans la folie du chagrin. Aucun n'imaginait l'ampleur réelle de ce qui mûrissait dans son esprit. L'ironie était parfaite. Les mêmes Maldonado qui avaient détruit sa capacité d'aimer avaient, sans le vouloir, réveillé une intelligence stratégique qui se retournait maintenant contre eux.
L'esclave domestique en qui ils faisaient confiance pour leur nourriture, leur sécurité et leur confort quotidien était devenu le danger le plus mortel qui ait jamais pénétré leur maison. Le vendredi 22 août, Maria fit les préparatifs finaux. Elle dissimula les récipients d'huile supplémentaires dans des endroits stratégiques de la maison. Elle vérifia que les herbes paralysantes étaient correctement préparées et révisa mentalement chaque étape de son plan une fois encore. Il n'y aurait ni place pour l'erreur, ni pour la clémence. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 2 semaines, Maria visita les tombes de Kouami et Kofi. Elle s'agenouilla devant les petits monticules de terre et murmura en angola. « Demain, mes enfants bien-aimés, commencera à se payer la dette de sang. Vos assassins connaîtront la même douleur que vous avez ressentie, mais multipliée par 10. » Le plan parfait avait été tracé. Maria était prête à exécuter la vengeance la plus brutale jamais documentée en Amérique. Es-tu prêt à découvrir comment une mère transformée en vengeresse exécuta la justice la plus sanglante de l'époque coloniale? Samedi 23 août 1689. Le jour était arrivé. La maison Maldonado se préparait à célébrer le 50e anniversaire de Don Antonio avec une fête qui réunirait toute la famille et quelques invités triés sur le volet de la haute société de Carthage. Maria se leva avant l'aube, comme elle l'avait fait pendant 8 ans, mais cette fois, elle savait que ce serait la dernière fois qu'elle se réveillerait en tant qu'esclave. La préparation du banquet lui fournissait la couverture parfaite pour les préparatifs finaux de sa vengeance. Tout en cuisinant les plats favoris de la famille, Maria incorpora discrètement les herbes paralysantes qu'elle avait préparées depuis 2 semaines. Pas assez pour tuer, mais juste la dose nécessaire pour les affaiblir les réflexes et leur capacité de résistance. Lorsque le moment crucial arriverait, Don Antonio se réveilla de bonne humeur, totalement inconscient qu'il vivait ses dernières heures. Pendant le petit déjeuner, Maria l'observa mâcher lentement le pain tartiné de confiture qui contenait le premier sédatif. « Maria, ce pain est délicieux !» commenta-t-il, sans se douter que chaque bouchée l'approchait davantage de son destin. « Préparons-en davantage pour le dîner de ce soir. »« Bien sûr, maître, » répondit Maria avec une révérence parfaite, tout en calculant mentalement que le sédatif ferait effet qu'environ dans 6 heures, juste au début de la célébration nocturne. Durant la journée, les autres invités sont arrivés, 3 marchands d'esclaves associés de Don Antonio, leurs épouses et quelques fonctionnaires coloniaux. Maria servit des amuse-guys qui contenaient également des doses calculées de ces mélanges paralysants. Chaque personne recevait exactement la quantité nécessaire selon son poids corporel. Un calcul qu'elle avait perfectionné durant des années en observant comment différentes quantités d'alcool affectaient chaque membre de la famille. Les frères Maldonado arrivèrent au crépuscule, exhibitant l'arrogance que Maria avait appris à haïr de toutes les fibres de son être. Diego venait directement de violer une esclave nouvellement achetée sur les marchés du port. Rodrigo apportait des documents de vente séparant 3 familles africaines, se moquant des larmes des mamans qui perdaient leurs enfants. Bernardo avait passé l'après-midi à torturer un esclave âgé qui avait osé demander un peu plus d'eau durant la journée de travail. « Maria, sers !» ordonna Don Antonio, lorsque tous les invités furent assis autour de la grande table de la salle à manger principale. « Aujourd'hui, nous fêtons 50 ans de succès dans l'affaire la plus prospère des Indes. » Maria servit personnellement chaque coupe de vin en s'assurant que les membres de la famille Maldonado reçoivent les portions les plus généreuses du breuvage altéré. En remplissant la coupe de Diego, leurs yeux se croisèrent un instant. Déjà ivre de l'alcool qu'il avait bu avant, il lui fit un clin d'œil lubrique. « Après la fête, viens dans ma chambre. Aujourd'hui, on fête en grand. »« Ce sera un honneur, maître Diego, » répondit Maria avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Intérieurement, elle savourait l'ironie. C'est bien elle qui irait dans sa chambre, mais pas pour ce qu'il imaginait. Le dîner se déroula entre rires, toasts et conversations sur les prix du bétail noir dans les marchés caribéens. Les invités louèrent les plats préparés par Maria sans soupçonner que chaque bouchée scellait leur destin. Don Antonio proposa un toast pour 50 années supplémentaires de prospérité bâties sur le travail de ces animaux africains. À 22h30, les effets des herbes commencèrent à se manifester subtilement. Les invités se sentirent plus détendus que d'ordinaire, attribuant cette sensation à l'excellent vin. Leurs réflexes se ralentirent imperceptiblement. Leurs muscles perdirent progressivement de leur tension, mais leur conscience restait intacte. C'était exactement ce que Maria avait planifié. Lorsque les invités extérieurs se retirèrent dans leur chambre d'hôte vers minuit, Maria sut que son moment était arrivé. La famille Maldonado restait dans la salle à manger, buvant et riant,
totalement vulnérables et sans se douter que leur esclave domestique s'était transformé en leur bourreau. Maria s'excusa pour aller nettoyer la cuisine, mais en réalité, elle se dirigea pour préparer les instruments finaux de sa vengeance. Dans la cuisine, elle avait préparé 4 grands récipients d'huile de cuisson qui chauffaient lentement depuis des heures jusqu'à atteindre des températures capables de faire fondre la chair humaine en quelques secondes. Elle avait également disposé des cordes, des couteaux aiguisés et les fers à marquer que la famille elle-même utilisait pour identifier ses esclaves. Cette nuit-là, ces instruments de torture se retourneraient contre leur créateur avec une justice poétique que Maria savourait mentalement. Depuis la cuisine, elle pouvait entendre les voix de plus en plus pâteuses des frères Maldonado. Les herbes faisaient leur effet parfait. Ses victimes restaient conscientes pour éprouver pleinement leur souffrance, mais physiquement incapables de résister efficacement. À 1h15 du matin, Maria prit le premier récipient d'huile bouillante et se dirigea vers la salle à manger. Ses mouvements étaient silencieux comme ceux d'un fantôme. Ses yeux brillaient d'une détermination qui transcendait l'humain. Après 2 semaines de planification parfaite, le moment était venu de réclamer la dette de sang. L'esclave soumise avait disparu pour toujours. Ce qui marchait dans les couloirs de la maison Maldonado était l'incarnation de la vengeance maternelle la plus pure et la plus létale qu'ait jamais foulé le territoire américain. La vengeance est sur le point de commencer. Maria a tout préparé à la perfection. As-tu le courage de découvrir comment elle exécuta la justice la plus brutale jamais documentée à l'époque coloniale ? 1h20 du matin, le 24 août 1689. Maria entra dans la salle à manger, portant le premier récipient d'huile bouillante, se mouvant avec la précision silencieuse de la mort personnifiée. Les 4 membres de la famille Maldonado restaient assis autour de la table, leurs mouvements maladroits sous l'effet des herbes paralysantes, mais parfaitement conscients de ce qui allait se produire. « Maria, que fais-tu éveillée à cette heure-là » demanda Don Antonio d'une voix pâteuse, essayant de focaliser son regard sur la silhouette qui s'approchait d'un pas calculé. « Et qu'apportes-tu dans ce récipient » Maria ne répondit pas immédiatement. Elle s'arrêta à 3 mètres de la table, posa le récipient fumant au sol et pour la première fois en 8 ans regarda son maître directement dans les yeux sans baisser la tête. Lorsqu'elle parla, sa voix avait une froideur qui glaçait le sang. « J'apporte la justice, Don Antonio. La même justice que vous avez donnée à mes enfants il y a 2 semaines quand vous les avez tués comme des animaux pour le crime d'avoir été des enfants affamés. » Le silence qui suivit fut absolu. Les 4 hommes comprirent instantanément que leur monde avait changé à jamais. L'esclave soumise avait disparu pour toujours. Ce qui marchait dans les couloirs de la maison Maldonado était l'incarnation de la vengeance maternelle la plus pure et la plus létale qui a jamais foulé le territoire américain. « Es-tu devenue folle, sale négresse » rugit Diego, en essayant de se lever mais découvrant que ses jambes ne lui obéissaient plus. « Je vais te tuer pour ton insolence. »« Non, Diego. » répondit Maria avec un sourire qui ne contenait pas la moindre trace d'humanité. « Celui qui va mourir, c'est toi, mais pas rapidement comme mes bébés sont morts. Tu vas souffrir chaque seconde comme eux ont souffert, multiplié par 1000. » Maria avait prévu de commencer par Bernardo, le plus jeune, afin que les 3 autres expérimentent la terreur de voir ce qui les attendait. Elle s'approcha du garçon de 16 ans qui essayait désespérément de se lever de sa chaise, mais découvrant que ses muscles répondaient à peine. « S'il te plaît, Maria !» supplia Bernardo, les larmes coulant sur son visage. « Je n'ai pas tué tes enfants, c'était un accident. Je ne mérite pas de mourir pour ça. » Elle le regarda avec un mépris absolu. « Un accident. J'ai vu comment tu riais tandis que mes bébés agonisaient. J'ai vu comment tu leur disais qu'ils étaient des animaux qui méritaient de mourir. » Elle lui attacha les mains à la chaise avec les cordes qu'elle avait préparées. « Maintenant, tu vas apprendre ce que ça fait d'être traité comme un animal. » Elle prit le premier récipient d'huile bouillante et, avec des gestes volontairement lents pour maximiser la terreur psychologique, commença à le verser sur les pieds de Bernardo. Les cris qui suivirent se firent entendre dans tout le quartier de la Plaza de los Coches, réveillant des voisins qui n'oublieraient jamais cette nuit d'horreur. « Arrête, arrête, je t'en supplie !» hurlait Bernardo alors que l'huile faisait fondre sa peau et ses muscles. « Pardonne-moi, je ferai ce que tu voudras. » Mes enfants aussi criaient. « Mais vous n'avez pas arrêté. Pourquoi devrais-je arrêter ?» répondit Maria sans montrer la moindre émotion, continuant à verser l'huile sur les jambes du garçon.
Don Antonio et ses 2 autres fils observaient, horrifiés, en essayant vainement de bouger pour aider Bernardo. Les herbes paralysantes le maintenaient comme spectateur forcé d'une vengeance dont il savait qu'elle n'était que le commencement. « Maria, arrête !» rugit Don Antonio. « Je te donnerai la liberté, je te donnerai de l'or, tout ce que tu voudras. » Maria se tourna vers lui avec des yeux qui ne reflétaient plus aucune humanité. « Liberté, or, mes enfants sont morts, Don Antonio. Il n'y a pas d'or au monde qui puisse les ramener, mais il y a la justice, et cette nuit elle sera servie pleinement. » Bernardo perdit conscience après 10 minutes de torture à l'huile bouillante. Maria vérifia qu'il respirait encore avant de se diriger vers Rodrigo, qui tremblait de façon incontrôlable sur sa chaise. « Ton brère Senan a eu une mort relativement rapide, » lui dit-elle en préparant le 2e récipient d'huile. « Mais toi, Rodrigo, qui t'es spécialisé dans la séparation des familles, tu vas souffrir beaucoup plus longtemps. » La torture de Rodrigo dura 30 minutes. Maria appliquait l'huile en petite quantité, en alternant avec des périodes de repos pour intensifier la douleur. Entre ses cris d'agonie, Rodrigo suppliait la clémence. Il promettait de libérer tous les esclaves, jurait de changer de vie. Mais Maria restait impassible, se souvenant de chaque famille qu'il avait détruite avec ses ventes. Chaque drop d'huile représente une larme des mères que tu as séparées de leurs enfants. Et comme il y a beaucoup de larmes à réclamer, cela prendra du temps. Don Antonio et Diego observaient, pétrifiés, leurs frères et fils se faire exécuter lentement sous leurs yeux. La réalité de leur situation était absolument claire. Ils étaient totalement impuissants face à une vengeance qu'ils avaient gagnée avec des années de cruauté extrême. Lorsque Diego perdit finalement conscience, Maria se dirigea vers Don Antonio. C'était le moment qu'elle avait le plus anticipé durant 2 semaines de planification. L'homme qui avait violé sa mère et ensuite assassiné les enfants issus de ce viol recevrait la mort la plus élaborée et la plus poétique. 3 des 4 Maldonado avaient reçu leur châtiment. Mais Don Antonio, le patriarche, responsable de tout le système de cruauté, attendait encore son tour. Es-tu prêt à découvrir comment Maria avait réservé la mort la plus terrible pour le dernier ? Quand les cris de Diego cessèrent finalement, ne restant plus qu'un gémissement agonisant qui s'éteignait dans l'aube cartaginera, Maria se tourna vers Don Antonio Maldonado de Mendoza. Le patriarche de 50 ans, qui, pendant des décennies, avait construit sa fortune sur la souffrance de milliers d'Africains, affrontait désormais le jugement final de ses crimes. Don Antonio avait assisté pendant 4 heures à la torture systématique de ses 3 fils. Les herbes paralysantes l'avaient empêché de bouger, mais son esprit restait parfaitement lucide pour vivre chaque seconde de l'horreur. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, tandis qu'il regardait la femme qu'il avait considérée comme une simple propriété devenir l'incarnation de la justice divine. « Maria, » murmura-t-il d'une voix brisée, « tu as déjà eu ta vengeance. Mes fils sont morts ou agonisent. N'est-ce pas assez de douleur pour satisfaire ta soif ?» Maria s'approcha lentement, portant le plus grand récipient d'huile bouillante qu'elle avait préparé spécialement pour lui. Ses gestes étaient calculés, cérémoniels, comme si elle exécutait un rituel sacré attendu depuis des années. « Assez ?» répéta-t-elle, avec un sourire qui glaçait l'âme. « Don Antonio, vous avez acheté, vendu, torturé et assassiné plus de 1000 Africains durant votre carrière. Vous avez séparé des familles, violé des femmes, marqué des enfants au fer rouge et transformé la souffrance humaine en votre commerce le plus prospère. Croyez-vous réellement que la mort de 3 personnes puisse payer une dette aussi immense ? » Elle s'arrêta devant lui, tenant le récipient fumant à hauteur de ses yeux. « Mais vous avez raison sur un point. Ce n'est pas seulement une vengeance personnelle pour mes enfants. C'est une justice cosmique pour chaque âme africaine que vous avez détruite pendant 30 ans de traite négrière. » Maria entama l'interrogatoire le plus sinistre jamais documenté dans les archives coloniales. Durant les 30 minutes suivantes, elle força Don Antonio à confesser publiquement chacun de ses crimes, tandis qu'elle appliquait de l'huile bouillante goutte à goutte sur différentes parties de son corps. « Avouez, » ordonna-t-elle en versant de l'huile sur sa main droite. « Combien de femmes africaines avez-vous personnellement violées avant de les vendre ? » « Je ne sais pas, peut-être 50, 60 » hurla-t-il tandis que sa chair se dissolvait. Elles n'étaient que des marchandises, elles ne signifiaient rien. Chacune avait un nom,
Une famille, des rêves, comme moi, comme mes enfants que vous avez laissés tuer. Elle poursuivit avec la question suivante. Combien d'enfants avez-vous arrachés à leur mère pour les vendre séparément? Des centaines, des milliers. C'était du commerce, supplia Don Antonio. Les enfants valaient plus séparés. C'était logique commerciale. C'était de la cruauté systématisée, corrigea Maria en versant de l'huile sur son bras gauche. Chaque enfant que vous avez vendu criait pour sa mère, comme mes bébés ont crié quand vos fils les ont tués. Le processus continua pendant 1 heure. Maria arracha des confessions détaillées sur les meurtres d'esclaves rebelles, les tortures publiques servant d'exemple, et le réseau de corruption que Don Antonio avait construit avec les fonctionnaires coloniaux pour maintenir son commerce sans surveillance légale. Mais la révélation la plus choquante arriva lorsque Maria interrogea Don Antonio au sujet des livres de comptes qu'elle avait vus pendant des années dans le bureau. Que signifient ces annotations sur les pertes par détérioration naturelle? C'était ceux qui mouraient dans les navires, confessa Don Antonio entre 2 cris d'agonie. Nous calculions 30% de mortalité pendant la traversée. Nous les jetions à la mer comme du ballast inutile. Combien? Insista Maria en appliquant de l'huile sur sa poitrine. Combien d'êtres humains avez-vous jetés à l'océan comme des ordures? En 30 ans, peut-être 3000, 4000, rugit-il. Mais c'était normal. Tous les négriers le faisaient. Cela faisait partie du commerce. Maria s'arrêta un instant, mesurant l'ampleur de la confession. 4000 personnes mortes rien que lors des traversées, sans compter les victimes de l'esclavage ultérieur. Sa vengeance personnelle s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, le jugement d'un tout système de déshumanisation. Elle dit à Don Antonio, d'une voix désormais empreinte d'une solennité religieuse. « Vous n'êtes pas seulement un homme cruel, vous êtes la personnification du mal le plus pur qui existe. C'est pourquoi votre mort ne sera pas seulement une punition, mais un exorcisme. » Ce qui suivit dépassa en horreur tout ce qui avait précédé. Maria avait réservé à Don Antonio une torture qui combinait l'huile bouillante avec les mêmes fers de marquage qu'il avait utilisés pendant des décennies pour identifier ses esclaves. Mais désormais, les symboles gravés dans sa chair n'étaient pas des lettres de propriété, mais des mots en angoloise signifiant assassin, voleur d'enfants et démon. L'agonie de Don Antonio dura jusqu'à l'aube. Ces cris réveillèrent tout le voisinage, mais aucun voisin n'osa intervenir. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une fête qui avait dégénéré. D'autres soupçonnaient la vérité, mais préférèrent ne pas se mêler aux affaires d'esclaves rebelles. Lorsque le soleil commença à illuminer les rues de Carthagène, Don Antonio Maldonado expira son dernier souffle. Ses yeux, jadis pleins d'arrogance, reflétaient désormais la terreur absolue de celui qui avait vu le vrai visage de la justice divine. Maria observa les 4 corps pendant plusieurs minutes, ressentant pour la première fois depuis des semaines quelque chose qui ressemblait à la paix. La dette de sang de ses enfants avait été payée, mais plus encore, elle avait envoyé un message qui résonnerait dans toute l'Amérique coloniale. Les esclaves n'étaient plus des victimes passives, mais des êtres humains capables de rendre justice de leurs propres mains. La vengeance était accomplie, mais l'histoire de Maria ne faisait que commencer. Comment échapperait-elle à Carthagène après avoir exécuté la vengeance la plus brutale de l'époque coloniale? Le chapitre suivant révélera son destin final. Avec les premières lueurs de l'aube éclairant les 4 corps torturés dans la salle à manger de la maison Maldonado, Maria savait qu'elle avait que quelques heures avant que les autorités coloniales ne découvrent le massacre et ne lancent une chasse à l'homme sans précédent dans l'histoire de Carthagène des Indes. Mais Maria n'avait pas seulement planifié la vengeance parfaite, elle avait aussi conçu l'évasion la plus audacieuse jamais réalisée par un esclave rebelle en territoire américain. Pendant 2 semaines, tandis qu'elle préparait la mort des Maldonado, elle avait également simultanément construit un réseau de soutien qui la mènerait des rues de Carthagène jusqu'à la liberté absolue. Son premier geste fut de réveiller silencieusement les autres esclaves de la maison. Esperanza, la femme congolaise qui avait été sa confidente, fut la première à voir la scène de la salle à manger.
Sa réaction ne fut pas l'horreur, mais une profonde satisfaction et un respect immense envers Maria. « Sœur, lui ressent, murmura-t-elle en regardant les corps. Tu as fait ce que nous avons tous rêvé pendant des années, mais que nous n'avons jamais eu le courage de tenter. Tu es désormais libre, mais aussi la femme la plus recherchée de l'Empire espagnol. Comment comptes-tu t'échapper » Maria sourit pour la première fois depuis des semaines, un sourire qui ne contenait plus de douleur, mais une détermination pure. Esperanza, pendant 8 ans, j'ai écouté toutes les conversations d'affaires de Don Antonio. Je connais les routes des navires négriers, les contacts dans d'autres ports et les fonctionnaires corrompus qui facilitaient le trafic. Ces informations sont désormais mon billet pour la liberté. Elle avait identifié 3 options d'évasion. La première était maritime. Un navire pirate français commandé par Jean-Baptiste Ducasse, qui avait fait des affaires illégales avec Don Antonio et connaissait parfaitement la corruption du port de Carthagène. La deuxième était terrestre, un réseau de quilombos, communauté d'esclaves fugitifs qui s'étendait des montagnes colombiennes jusqu'aux forêts vénézuéliennes. La troisième, la plus audacieuse, était de s'infiltrer sur un navire noir en partance pour l'Afrique, complétant ainsi le cercle de sa vie. Maria choisit la première option. Pendant ses années comme esclave domestique, elle avait mémorisé les codes secrets que Don Antonio utilisait pour communiquer avec les pirates et contrebandiers. Elle savait exactement comment contacter Ducasse et possédait des informations suffisamment précieuses pour acheter son passage vers la liberté. Avant de partir, Maria libéra tous les esclaves de la maison Maldonado. Elle leur remit les clés des entrepôts, leur montra où Don Antonio cachait l'heure d'urgence et leur fournit des documents falsifiés qu'elle avait préparés pendant des semaines. « Frères, leur dit-elle, vous avez 2 options. Fuir maintenant vers les quilombos des montagnes ou rester et faire face à la vengeance des autorités. Je vous recommande de fuir. » 46 esclaves choisirent la liberté immédiate. Un seul, un vieil homme nommé Thomas, qui avait perdu espoir après 30 ans d'esclavage, décida de rester pour affronter les conséquences. « Fille, dit-il à Maria, tu as la force de courir, mais j'ai vécu assez longtemps pour voir la vraie justice. Je mourrai en paix, en sachant que les démons ont été punis. » À 6h30 du matin, Maria quitta la maison Maldonado pour la dernière fois. Elle portait une robe de dame qu'elle avait volée dans l'armoire de la défunte épouse de Don Antonio, des documents falsifiés l'identifiant comme Doña Maria d'Angola, commerçante libre, et un sac contenant assez d'or volé au Maldonado pour financer sa nouvelle vie. Sa première destination fut le port, où elle savait que le navire de Ducasse serait amarré au quai 3. Le pirate français était connu pour son pragmatisme. Peu lui importait que Maria soit une esclave fugitive ou une meurtrière en série, tant qu'elle avait quelque chose de précieux à lui offrir en échange du transport. La conversation avec Ducasse fut brève et directe. « Capitaine », en disant Maria en français basique appris en écoutant les conversations commerciales. « J'ai des informations sur les routes des galions espagnols, les horaires des patrouilles navales et les noms de tous les fonctionnaires corrompus du port. En échange, j'ai besoin d'un passage pour Saint-Domingue. » Ducasse, un homme de 45 ans avec des cicatrices de bataille navale marquées sur son visage buriné, évalua Maria du regard d'un stratège militaire. « Femme, tu viens de sortir d'une maison où 4 personnes sont mortes cette nuit. Les soldats espagnols te cherchent déjà. Pourquoi devrais-je risquer mon navire pour toi ? » « Parce que, » répondit Maria avec le calme qu'elle avait développé pendant des semaines, « ces informations que je possède valent plus que tous les navires que vous avez pillés au cours de votre carrière, et parce que je suis la seule personne vivante qui connaisse tous les secrets du commerce d'esclaves dans ce port. » La négociation dura 30 minutes. Finalement, Ducasse accepta le marché, impressionné non seulement par les informations que Maria détenait, mais aussi par l'intelligence stratégique qu'elle démontrait. « Madame, » lui dit-il en ordonnant de préparer le navire pour partir immédiatement, « vous n'êtes pas une esclave ordinaire. Vous êtes une générale de guerre qui vient de remporter sa première bataille. » À 8h45, lorsque les autorités coloniales découvrirent enfin le massacre dans la maison Maldonado, le navire de Ducasse avait déjà pris le large vers les eaux internationales, emmenant Maria vers sa nouvelle vie de femme libre. Le dernier souvenir que Maria eut de Carthagène furent les tours des murailles disparaissant à l'horizon. Elle ne ressentit ni nostalgie ni tristesse, seulement la profonde satisfaction d'avoir réglé la dette de sang la plus importante de sa vie.
à l'abri du navire pirate, pendant que le vent caraïbéen faisait voler ses cheveux libres pour la première fois depuis des années, Maria murmura une prière en angolais, adressée aux âmes de Kwame et Kofi. « Mes enfants, la vengeance est accomplie. Vos morts ont été payés par le sang des démons. Maintenant, maman sera libre pour honorer votre mémoire en construisant une nouvelle vie. » Maria avait échappé à Carthagène, mais son histoire était loin d'être terminée. Que l'attendrait-elle dans sa nouvelle vie de femme libre ? Le chapitre final révélera le destin légendaire de la vengeresse la plus célèbre d'Amérique. Le navire de Jean-Baptiste de Ducasse arriva à Saint-Domingue, actuel Haïti, le 2 septembre 1689, 10 jours après le massacre de Carthagène. Maria débarqua au port de Port-à-Pic, non pas comme une esclave fugitive, mais comme une femme libre avec des documents falsifiés parfaits, assez d'or pour commencer une nouvelle vie et une réputation la précédant comme la vengeresse la plus redoutée des Caraïbes. Saint-Domingue en 1889 était un territoire unique en Amérique, une colonie française où la ligne entre esclavage et liberté était plus floue que dans le reste des Caraïbes. Maria arriva sur une île où des milliers d'Africains affranchis, connus sous le nom de gens de couleur, avaient construit des communautés prospères et où son histoire de vengeance serait reçue non avec horreur mais avec admiration. Durant ses premiers mois à Saint-Domingue, Maria s'établit comme commerçante indépendante en utilisant l'or volé au Maldonado et les informations précieuses sur les routes commerciales qu'elle avait mémorisées pendant des années. Mais surtout, elle commença à utiliser son expérience pour aider d'autres esclaves fugitifs arrivant constamment de toutes les colonies espagnoles des Caraïbes. L'histoire de la femme qui avait bouilli ses maîtres se répandit comme un feu dans toute la région caraïbéenne. À Cuba, Porto Rico, Jamaïque et dans les colonies mineures, les esclaves murmuraient le nom de Maria de Carthagène avec une révérence presque religieuse. Sa vengeance avait prouvé que les maîtres n'étaient pas invincibles, que la justice pouvait être exécutée par des mains africaines. Les autorités espagnoles n'arrêtèrent jamais de la chercher. Pendant 5 ans, elles offrirent des récompenses allant jusqu'à 8 000 pesos d'or pour sa capture, une somme équivalente au prix de 50 esclaves. Mais Maria avait disparu aussi efficacement que si la terre l'avait engloutie. À Saint-Domingue, Maria établit ce que les historiens appelleront le réseau de la vengeresse, un système clandestin aidant les esclaves fugitifs, fournissant des informations sur les maîtres cruels et exécutant occasionnellement des vengeances ciblées contre les trafiquants d'esclaves les plus brutaux. Sa méthode devint une inspiration pour une génération de rebelles. Maria vécut encore 23 ans en tant que femme libre. Elle ne se remaria jamais ni n'eut d'autres enfants, estimant que son cœur maternel était mort avec Kwame et Kofi. En revanche, elle adopta informellement des dizaines d'enfants esclaves orphelins, devenant la mère d'une communauté entière d'Africains libres. En 1712, à 51 ans, Maria mourut paisiblement dans sa maison de Port-à-Pic, entourée par les centaines de personnes dont elle avait sauvé la vie durant ses années de liberté. Ses dernières paroles, selon les témoins présents, furent « Kwame, Kofi, maman arrive, la dette est réglée ». L'histoire de Maria de Carthagène transcenda son époque et devint une légende fondatrice de la résistance esclave en Amérique. Sa vengeance inspira directement les grands soulèvements qui suivirent. La révolution haïtienne de 1791, les rébellions de Nat Turner aux États-Unis et les quilombos brésiliens qui résistèrent pendant des siècles. Les méthodes développées par Maria, infiltration domestique, utilisation de la connaissance intime de l'ennemi et exécution de justice poétique devinrent le manuel non écrit de la résistance esclave sur tout le continent américain. La maison Maldonado fut démolie par ordre du Biré, considérée comme un lieu maudit inspirant la rébellion. Mais les ruines devinrent un lieu de pèlerinage secret pour les esclaves cherchant inspiration pour leur propre lutte pour la liberté. Plus de 330 ans plus tard, l'histoire de Maria de Carthagène nous confronte à des vérités inconfortables sur la justice, la vengeance et les limites de la résistance humaine. Une mère à qui tout avait été arraché a décidé de ne pas attendre la justice divine ou légale, mais de la prendre de ses propres mains. Son héritage n'est pas seulement celui d'une vengeresse, mais d'une femme ayant démontré qu'aucun système de pression n'est invincible lorsque ceux qui en souffraient décident de ne plus tolérer l'humiliation. Maria n'a pas seulement tué 4 hommes, elle a tué l'idée que les esclaves étaient des victimes passives, incapables de se défendre. L'histoire de Maria de Carthagène vit dans chaque mère protégeant ses enfants, dans chaque personne refusant d'accepter l'injustice et dans chaque être humain comprenant que la dignité ne se mendie pas, elle se prend. Si cette histoire de résistance et de justice maternelle vous a marqué, partagez-la pour honorer la mémoire de Maria et des millions d'Africains ayant lutté pour leur liberté en Amérique. Abonnez-vous pour d'autres histoires révélant les vérités cachées de notre histoire coloniale. Connaissez-vous d'autres histoires de vengeance historique qui méritent d'être racontées? Laissez vos commentaires et faites partie de cette communauté qui redonne voix aux silencieux du passé.